À une cinquantaine de kilomètres de Paris, Vaux-le-Vicomte promet une déconnexion grand siècle. Alexandre de Vaugué, bonsoir. Bonsoir. Joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous. Vaux-le-Vicomte, c'est le château de votre famille depuis 1875. Vous y avez grandi, vous êtes châtelain, ce qui est quand même peu banal, vous l'admettrez. C'est comment la vie de château au quotidien ? C'est la vie d'un entrepreneur. Je crois que voilà, on gère une petite PME de 75 personnes et avec mes deux frères. Donc ça, c'est vrai que c'est une histoire familiale, c'est une histoire entrepreneuriale et familiale. Et donc, les journées peuvent être longues, mais enthousiasmantes. Et je crois qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait, par ce lieu qui nous transcende, qui est absolument magique. Et puis en plus, on a le retour des visiteurs qui sont vraiment heureux, et surtout en ce moment quand ils viennent. Un château dans lequel vous ne vivez plus, mais dans lequel vous avez grandi. Quel souvenir de Noël vous gardez ? Est-ce que le Père Noël trouvait son chemin parmi les dizaines de pièces du château ? Et les dizaines de cheminées. Oui, il trouvait son chemin. Il y avait un gigantesque arbre de Noël dans le grand salon qui fait 18 mètres de haut. Alors, je ne pense pas qu'il faisait 18 mètres de haut, ce sapin, mais en tout cas, c'était, j'allais dire, comme chez chacun d'entre nous, sauf que c'était dans une des pièces plus grandes, avec un sapin beaucoup plus grand. Mais ça reste une fête très familiale, et voilà, il y a des interactions entre les oncles qui viennent d'Italie ou d'Amérique, et puis voilà, une fête très familiale, et où on se retrouve. Alors, chaque année, le château se part de décoration pour Noël. Cette année, Covid oblige, seuls les jardins sont accessibles au public. Est-ce que c'est un Noël un petit peu plus triste, un peu en demi-teinte cette année ? Écoutez, c'était un Noël en demi-teinte juste avant toutes ces annonces, c'est-à-dire qu'on espérait toujours pouvoir ouvrir et le château et le jardin. La douche froide, il y a 15 jours de ça, avec effectivement la non-possibilité d'ouvrir. Et puis finalement, depuis une semaine, on voit les gens affluer, on voit les enfants arriver, recevoir leurs cadeaux, parce qu'on offre des cadeaux pendant la visite. Et j'avoue que comme le 21 mai, c'est-à-dire le premier jour d'ouverture après le premier confinement, ça a été extraordinaire que de voir tous ces gens, notamment beaucoup de Parisiens d'ailleurs, qui venaient avec un sourire, mais jusqu'aux oreilles, avec le bonheur de pouvoir déambuler, respirer et de profiter effectivement de toutes ces belles choses. On va expliquer pourquoi le public et les Parisiens notamment y vont. C'est la plus grande propriété privée de France, classée monument historique. On l'appelle le Petit Versailles. Il a été conçu par les stars de l'époque. Rappel historique avec Anne-Sophie Pierry. Il est l'un des plus grands chefs-d'œuvre du XVIIe siècle. Bienvenue à Vaux-le-Vicomte. Difficile de croire qu'à l'origine se dressait ici un modeste châtel et une ferme. 1641, l'histoire du bâtiment bascule avec son nouveau propriétaire, un jeune parlementaire de 26 ans, Nicolas Fouquet. Un esprit visionnaire. Le futur surintendant des finances du Roi Soleil s'entoure de talents de son époque, tout aussi novateurs que lui. L'architecte Louis Levaux, le peintre Charles Lebrun, le jardinier André Lenôtre. Réunis autour d'un chantier gigantesque. 18 000 ouvriers, 5 ans de travaux, 3 villages alentours rasés. Un jardin géométrique qui donnera son nom à la postérité, à la française, avec des lignes obliques et perpendiculaires. 33 hectares où se côtoient bassins, pelouses, statues, fontaines et jeux d'eau. Un extérieur hors norme, à l'image de l'intérieur. Des pièces en enfilade, des appartements indépendants. Une disposition reprise dans les hôtels du monde entier. Et, prouesse technique et esthétique, le dôme ovoïde. Fouquet fait de Vaux-le-Vicomte un lieu de fête somptueuse. Une inspiration directe pour Louis XIV qui fera naître, quelques années plus tard, le château de Versailles. Vous venez de dire, il y a des éléments qu'on n'entend jamais, lesquels ? Parce que ça fait partie de l'histoire de France. Oui, c'est vrai. Et alors souvent, on entend le mythe contre lequel je me bats d'ailleurs depuis que je suis arrivé à Vaud, c'est la jalousie du roi face à tant de fastes qui emprisonne son ministre des Finances. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a eu un autre homme qui combattait, qui courait comme Fouquet, la place de Premier ministre. Et pour écarter son rival, il a convaincu le roi que Fouquet était l'homme à abattre. Et le roi a fini par être convaincu et a donc décidé, avec Colbert, de monter un complot
3 mois avant la célèbre fête d'inauguration. Et Fouquet a terminé sa vie en prison. Donc voilà, on hésite à parler de Colbert. Colbert a été le modèle du ministre modèle, le ministre modèle, etc. Donc c'est vrai que j'aime bien remettre en tout cas, mais vous n'en avez pas parlé. Et puis, c'est très bien, je pense que c'est précisé là. Et puis surtout, ce qu'on comprend à vous entendre, c'est que l'histoire de France et celle de votre famille sont mêlées. Est-ce que c'est une responsabilité supplémentaire ? C'est une responsabilité, mais on n'y pense pas trop, parce que sinon, on ne dormirait pas de la nuit. Et souvent, on me dit, on nous pose la question, mais est-ce que c'est pas si lourd? Quelle responsabilité face à l'histoire, tout simplement. Et je crois qu'on fait de notre mieux, le temps de notre génération. On sait très bien qu'on ne fera pas tout, qu'on ne pourra pas tout faire bien. On fera certainement des erreurs, on a certainement fait dans le passé. Et je crois que voilà, on gère, j'allais dire au jour le jour, non, mais en tout cas dans l'échelle longue, hein, on est dans le temps long. Quand on restaure une statue ou un bassin ou une toiture, c'est pour 50, 70, 80 ans. Mais on ne porte pas le poids de l'histoire et de cette responsabilité. On fait le mieux que l'on peut, parce que c'est vrai qu'on est regardé par les ancêtres et par l'histoire. On va remonter d'une génération, peut-être pas tous les ancêtres, mais d'une génération. On peut dire que ce château, c'est peut-être le cadeau de mariage le plus spectaculaire du XXe siècle. En 1967, votre père, Patrice de Vauguier, reçoit de votre grand-père ce domaine. Donc. Et au départ, c'est un peu un cadeau empoisonné. En fait, j'ai du mal à imaginer mon père recevoir effectivement ce cadeau. Il lui dit « Maintenant, c'est à ton tour de t'y mettre ». Et en fait, ce qu'il nous rappelait souvent, notre père, c'était qu'à cette époque-là, on ne disait pas non à son propre père. Clin d'œil, j'imagine, pour nous qui lui ont certainement dit non à plusieurs reprises. Mais en tout cas, il a accepté. Il s'occupait des usines de sucre qui appartenaient à la famille à l'époque. Et petit à petit, il a lâché son métier d'industriel et a ouvert au public dès l'année d'après. Hein. C'est-à-dire 67, il reçoit en cadeau de mariage ce château. 68, il décide de l'ouvrir. Ce qui est quand même une drôle d'idée, parce que 68, c'est peut-être pas l'année la plus fastueuse pour aller faire des fêtes dans un château. Mais votre père sera assez novateur, en fait, en ouvrant un domaine privé au public. Est-ce qu'en fait, il a fait date pour même les autres châteaux par la suite ? En France, alors c'est pas le premier. Il y a eu plusieurs châteaux qui ont ouvert un petit peu avant. Je crois qu'il a fait date avec la création, l'innovation et la vision qu'il avait de ce que devait être un monument ouvert au public. Au-delà c'est un nouveau modèle de management quand même. Oui, ou de politique événementielle, je dirais. Alors très clairement, je crois que c'était un des premiers châteaux qui est devenu une véritable entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est au-delà du fait d'être amoureux des pierres et des beaux-arts, il fallait être entrepreneur. Et aujourd'hui, plus que jamais, je ne crois pas qu'un conservateur puisse être un bon directeur de château s'il n'a pas aussi cette fibre entrepreneuriale. Et ça, il y a quand même, parce que là on va s'intéresser à la génération d'après, la vôtre, vous gérez maintenant le château avec vos deux frères. Comment on gère un tel patrimoine ? Parce que c'est un gouffre financier, un bâtiment et un domaine aussi grand. C'est vrai que c'est le plus grand château et donc le plus grand domaine privé classé au titre des monuments historiques en France, ce qui est clairement pas quelque chose qu'on crie sur les toits ni même une fierté. C'est en fait le domaine peut-être le plus cher à entretenir. Annuellement ? Annuellement, 8,5 millions de budget de fonctionnement. Budget qu'on équilibre depuis 5 ans. Donc depuis 5 ans, on équilibre les dépenses et les recettes grâce à une augmentation des visiteurs, grâce à des recettes qu'on a essayé de réduire, plus que jamais depuis 6 mois, où ça a été évidemment stratégique de réduire ces charges. Et aujourd'hui, il est équilibré, donc on peut équilibrer, presque gagner un petit peu d'argent, ce qui n'est pas vraiment le cas à Vaud, parce que de toute façon, le peu qu'on gagne, on le réinvestit automatiquement dans le château. Alors, vous êtes vice-président de la Demeure historique, l'association française qui regroupe des propriétaires de monuments historiques privés. Voici une autre façon de sauver un château, le château de La Motte-Chandonnier. Il est restauré grâce au concept de l'achat collectif. On peut s'offrir une part de la bâtisse. Il y a dans les 25 000 copropriétaires issus de 115 pays. Alexandre de Vauguier, est-ce que c'est une bonne idée ? Ça pourrait vous intéresser ? Personnellement, à Vaux-le-Vicomte, non. Mais c'est une bonne idée quand même. Mais c'est une excellente C'est une façon de sauver le patrimoine. Bien sûr, bien sûr. Et puis là, on a, avec La Motte-Chandonnier, que je connais bien, on a la preuve concrète que les gens sont fascinés par le patrimoine et d'être propriétaires, ne serait-ce que d'une ardoise
d'un château, ça fait rêver, et en même temps, on est sur quelque chose de très concret. Et donc, on donne une somme d'argent, et on sait qu'on est en échange, on est propriétaire de quelque chose qui a 1, 2, 3, 4 siècles d'histoire. Quelle merveilleuse façon de transmettre l'histoire à ses enfants aussi. En France, il y a beaucoup de châteaux. La concurrence est rude, j'imagine? Oui, la concurrence est rude, mais ce n'est pas les châteaux qui nous font la plus grosse concurrence. Je pense que c'est plutôt les centres commerciaux, par exemple, qu'on a ouverts en pleine pandémie, alors que nous, on était fermés. Ça, c'est dur. C'est les cinémas, qu'on aime beaucoup, évidemment. C'est toutes les activités de loisirs qui sont la concurrence de Vaux-le-Vicomte. Le cinéma, c'est aussi un petit peu Vaux-le-Vicomte, puisque des dizaines de films y ont été tournés. La folie des grandeurs de Gérard Houry en 71, Moonraker, un des James Bond en 78, Marie-Antoinette de Sofia Coppola en 2005, quelques exemples. Lequel est peut-être le plus emblématique du château? La dernière série Versailles de Canal+, je vous le dis ça parce que ça a été assez récent, que j'étais sur le tournage et qu'il y a une ou deux scènes qui m'ont ému parce qu'on s'est véritablement cru sur le plateau de tournage alors que la caméra était dans une autre pièce. On était avec les comédiens en face de nous, des bougies sur les cheminées. Et à un moment donné, on était vraiment au cœur du XVIIe siècle. Il y a aussi le côté un peu plus people, Tony Parker, Eva Longoria qui s'y marient. Ça, c'est forcément beaucoup de publicité pour le château. C'est l'objectif aussi quand on accueille ce type d'événement? Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de générer du chiffre d'affaires. Après, si ça nous fait de la pub et si on en parle, tant mieux. Mais c'est vraiment une des activités, des centres de profit, comme on dit, qui permet de ramener du chiffre d'affaires à Vaux-le-Vicomte. Et combien ça coûte un mariage à Vaux-le-Vicomte pour nos téléspectateurs qui seraient intéressés? Ça coûte à partir de 35 000 euros. Voilà. Oui, donc c'est peut-être pas pour tout le monde non plus. Vous avez grandi, je le disais, à Vaux-le-Vicomte. À 20 ans, vous envoyez balader la vie de château. Vous partez vivre dans un chalet de 30 mètres carrés à Val d'Isère pour faire guide de haute montagne. À Chamonix. Confirmé, à Chamonix, pardon. On a écrit sur vous que vous êtes un aristo au parcours atypique. Est-ce que la définition vous va? Je crois qu'aristo, ça vous plaît pas trop. Non, ça me va. Écoutez, je ne crois pas que mes frères et moi, et donc moi-même, on est des exemples typiques de l'aristocratie. En revanche, on essaye d'incarner ou de suivre certaines valeurs de l'aristocratie. Une certaine droiture, une honnêteté, un respect des anciens. Et voilà, je pense qu'un paysan partage exactement ces mêmes valeurs. Donc je ne mets pas l'accent plus sur un aristocrate. J'aurais tendance plus à avoir beaucoup de respect pour les paysans qui font un travail extraordinaire et qui vraiment ont ce parallèle et ce partage de ces valeurs. Néo Châtelain, donc. Alexandre de Vogüé, merci. Passez de très belles fêtes de fin d'année.